je voudrais en venir au cas de la Libye avant l'éventuelle partition, obligation de partition, puisqu'il y a une haine féroce qui a toujours existé entre l'Est et l'Ouest, entre la région de Tripoli, les trois villes Tripolis, les trois villes de l'Est, et la région de Benghazi, Sirte, Cyrène, enfin, etc. Mais la France est intervenue directement, la France est intervenue comme élément moteur, dans un contexte d'ailleurs assez ubuesque, puisque M. Bernard-Henri Lévy, qui a des liens de parenté indirecte avec un précédent mariage de Madame Bruni-Sarkozy, est intervenu directement auprès du président, qui, avec une certaine, je dirais, peut-être imprudence, une certaine volonté peut-être d'agitation médiatique, a embrayé tout de suite en recevant quelques personnages ramenés de Benghazi par M. Lévy. Une pression a été faite sur les Américains. L'appui a été obtenu des Anglais, mais Obama, avec une certaine prudence, d'ailleurs une certaine sagesse, même si peut-être c'est à partir de son entourage qu'est intervenu l'intermède, le côté télégraphiste de la France, c'est possible, mais toujours est-il que lui, il a pris une position plus en retrait, plus prudente. Il n'en reste pas moins que ce sont les avions français et britanniques qui pilonnent la Libye. Dans un contexte où on s'imaginait qu'il en serait fait de Kadhafi comme il en a été fait rapidement de Ben Ali et de Hosni Moubarak. Ce n'est pas du tout le cas. La Libye est un immense territoire, mais désertique, qui n'existe que je connais pour ma part, qui n'existe qu'en bordure de mer, et qui est beaucoup peuplé dans la région de Tripoli, qui ne le l'est d'ailleurs en Cyrénaïque. Mais là, nous sommes intervenus extrêmement directement dans le cadre d'une guerre qui ne concerne en aucune façon la France. Alors, je voulais un petit peu votre sentiment à vous, Pierre Hilard, avant que nous n'évoquions cette actualité internationale avec mes différents invités, si vous voulez bien traiter de ce sujet pendant 2 ou 3 minutes. Oui. À la fin de l'année 2010, vous avez des représentants des élites libyennes qui ont eu des contacts avec les autorités politiques françaises. Et en fait, la Libye en particulier voulait utiliser de l'or et non plus du dollar pour l'achat pour tout ce qui a trait vente du pétrole. Ça aussi, c'est une très mauvaise chose. Saddam Hussein avait voulu faire la même chose. Donc c'est une chose qui se punit. Il y a aussi une chose, c'est que la Libye, vous savez, ces gens-là, Moubarak, etc., sont quand même des agents du système. Mais il n'empêche, c'est un peu comme pour le feuilleton anglais, le prisonnier, où numéro 2 dirige la cité parfaite, irréprochable. Il n'empêche que numéro 2 est très souvent remplacé. Parce qu'il suffit qu'il commette un impair, qu'il soit plus utile, qu'il soit usé par le système. Il faut donner une apparence de changement. Et dans le cas africain, et Libye en particulier, vous avez un contrôle renforcé des États-Unis. Je rappelle que ce qui se passe en Libye, certes ce sont les Anglais et les Français qui interviennent le plus, en sachant évidemment qu'il y a des interventions terrestres de commandos d'élite américains, mais que tous ces combats, etc., sont quand même téléguidés de loin, entre guillemets, par les Américains, avec le siège militaire américain qui est à Stuttgart. Pas oublier que les interventions militaires françaises, anglaises... Depuis 5 ou 6 ans, Kadhafi avait donné des gages de bonne volonté aux Américains d'une part, mais surtout, il y avait eu un pacte passé avec Berlusconi qui consistait à ce que la Libye devienne un verrou absolu pour l'émigration subsahélienne vers l'Europe. Et on en voit les conséquences aujourd'hui avec une immigration... Le début, oui, mais il s'agit d'Afrique noire qui traversent la Libye, ce qui était absolument impossible dans le cadre de ce pacte passé entre Berlusconi et Kadhafi, dans un contexte d'ailleurs où, pour la petite histoire, mais ça mérite d'être rappelé, l'Italie avait été pénalisée et avait pris en charge, à raison des dommages de guerre, de la guerre de cette région, de la Seconde Guerre mondiale, avait pris en charge la réfaction de toute la route du littoral, la fabrication de la réfaction de la route du littoral précisément de Tripoli à Benghazi, route que les avions français et anglais pilonnent allègrement actuellement. Oui, mais je vais vous dire, il y a certaines choses... Là, je ne suis pas spécialiste des élites libyennes et je sais qu'il y a des choses qui se trament entre les officiers et la garde rapprochée de Kadhafi et les autorités françaises. Il y a des articles qui sont sortis là-dessus, mais n'ayant pas les compétences complètes là-dessus, je préfère avoir quand même une certaine réserve. Je sais qu'il y a des choses qui se trament,
mais je ne pourrais pas le dire avec précision. Dans ces cas-là, je préfère ne pas le dire. Simplement, le cas de la Libye rentre, avec la partition qui se profile à l'horizon, dans cette volonté de parcelliser les États africains, la Libye, le Soudan, c'est déjà fait que le Soudan du Sud, et en fait, la volonté, la partition, c'est de créer ces fameux grands blocs continentaux à l'intérieur desquels on parcellise, que ce soit pour l'Europe, Belgique, Espagne, l'Afrique, et puis le Proche-Orient, ou même l'Amérique du Sud. Donc en fait, c'est un phénomène généralisé, et la Libye n'est qu'un élément parmi d'autres. J'évoquais ce point sur la France, il y a une part active, mais votre réponse me satisfait pleinement. Et je voudrais savoir, parce que les révoltes arabes ont commencé sur Internet. Et est-ce que ces élites n'ont pas été à l'origine de cette campagne d'Internet, n'ont pas allumé le feu par des procédés faciles. Il suffit de se lancer soi-même et à ce moment-là, ça vient. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a... Jamais par hasard. Ce n'est jamais par hasard. En effet, bon, d'accord, il y a une pauvreté dans ces pays, corruption. Lorsque je pense à, par exemple, Moubarak, qui avait plusieurs dizaines de milliards, je crois que c'est 70 milliards d'euros ou de dollars, dans sa cassette personnelle, évidemment, c'est pas son salaire qui permet d'avoir ça. Donc, il piquait dans la caisse. Alors, vous avez eu, évidemment, tout ce qui est Twitter, Facebook, Internet, qui ont joué un grand rôle. Et voyez-vous, lorsque ça boue, il faut savoir quelquefois canaliser un mouvement. Et dans le cas de l'Égypte, alors là, c'est particulièrement révélateur. Je vais vous citer cet exemple. Vous avez un Égyptien qui a joué un très grand rôle pour ameuter les foules, la jeunesse, en faveur de la démocratie, enfin tout le baratin habituel. Cet Égyptien s'appelle Wael Ghonim, et un homme d'une trentaine d'années, qui a joué vraiment un très grand rôle pour enflammer via Facebook, via Twitter, etc., la jeunesse pour se révolter. Et effectivement, il a eu un impact considérable. Et j'avoue qu'il faut avoir immédiatement le réflexe, comment un homme peut à ce point agir et avoir un impact pareil dans le cas égyptien. Ah ben c'est tout simple. Le Wael Ghonim est tout simplement le manager de Google pour tout le Proche-Orient. Ça veut dire que c'est la CIA et les services secrets israéliens qui sont derrière. Automatique. Et l'information qui plus a été donnée, la manière la plus, j'allais dire, vous savez, les journaux de 20 heures qui fondamentalement n'apportent rien, vous avez France 24, c'est France 24 qui a balancé l'information, mais en fait, information qui était reprise en langue anglaise, etc. Wael Ghonim, manager de Google pour le Proche-Orient. Bon, bah tout de suite, c'est, je vous dis, les services secrets qui sont derrière. Voilà, c'est agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait si bien Talleyrand, qui était du 33e degré d'ailleurs. Voilà. D'accord. Alors... à Benghazi, ce sont les islamistes, semble-t-il, qui sont la force de l'AQMI, principale. absolument, de l'AQMI, les liens entre l'AQMI, voilà, enfin, Al-Qaïda et donc, je sais, si vraiment le calcul était de faire émerger un pouvoir favorable à la philosophie mondialiste, c'est pas pour le moment ce qui en prend l'aspect, sauf à considérer comme une forme du mondialisme la théorie du pouvoir religieux et politique combiné, qui est le califat dont Al-Qaïda poursuit la mythique restauration. Je crois, en ce qui concerne l'affaire libyenne, c'est quand même une affaire extraordinaire. Je n'ai aucune sympathie à titre personnel pour M. Kadhafi, mais en tant que juriste international, parce que j'ai quand même beaucoup pratiqué cette discipline, que j'ai même enseigné dans les facultés de droit, je suis très attaché au droit international traditionnel, qui a ses mérites et ses démérites, et en particulier au principe de non-intervention dans les affaires internes d'un pays. Alors c'est évidemment très gênant de ne pas intervenir quand il y a une dictature, quand il y a des dirigeants qui sont très méchants, etc. Mais on s'aperçoit que le principe d'intervention systématique, mais modulaire quand même, hein, on intervient contre un pays sous-développé de 6 millions d'habitants, la Libye. On ne va pas rétablir par la force et par les bombardements les droits de l'homme en Chine. Bon, ni même en Corée du Nord. Hein, Kim Jong-il ayant trouvé son assurance-vie dans la possession de l'arme nucléaire, comme les Japonais le savent très bien. Bon, alors là, je dois dire que le remède est pire que le mal. On le voit bien, parce que d'abord, on nous a menti. On nous dit, on nous serine, qu'il s'agisse de Kadhafi, qu'il s'agisse de Gbagbo, que l'on protège les populations civiles contre les armes lourdes de leur gouvernement. C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Parce que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Libye,
D'abord, il y a une guerre civile, mais dans une guerre civile, les deux camps sont armés. En Côte d'Ivoire, le camp de M. Ouattara était aussi armé, sinon mieux que celui de M. Gbagbo, et en Libye, les insurgés disposent également d'armes. Donc, on ne protège pas les populations civiles. On fait le choix. Mais à ce moment-là, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. On fait le choix d'un camp contre un autre. Voilà. Et on intervient militairement dans un conflit interne à un pays, en soutenant un camp contre l'autre. Parce que depuis 2 mois, la Libye est sujette à des bombardements. Et ces bombardements, comme par miracle, ça ne toucherait que des armes lourdes. D'ailleurs, ces armes lourdes, elles sont servies par des gamins de 20 ans. Je veux dire, bon, de toute façon, n'est-ce pas, ça fait des... Je l'ai dit au Parlement européen, je dis, vous nous parlez de protection, n'est-ce pas? Bon, vos opérations de protection consistent à griller des gens en leur envoyant des fusées qui les pulvérisent, qui les déchiquettent, qui les grillent. Vivants, voilà, il faut savoir ce que c'est qu'une guerre. On découvre notamment avec l'arrestation de M. Mladic, que généralement à la guerre on tue. Bon, eh bien c'est vrai aussi pour nous, nous tuons. Seulement, nous ne faisons pas comme M. Mladic, qui, encourageant ses troupes dans un assaut, aurait dit, paraît-il, chose absolument affreuse et abominable, allez-y, taillez dans la viande crue. Bon, nous disons, c'est beaucoup plus... Alors, ce qu'on lui reproche beaucoup, paraît-il, c'est abominable, n'est-ce pas? Bon, on s'aperçoit, encore une fois, qu'à la guerre, on tue, on est tué, on court le risque d'être tué, que généralement... les militaires, entre eux, parlent un langage qui n'est pas forcément aussi fleuri qu'au XVIIe siècle. Bon, eh bien, c'est exactement pareil en ce qui concerne toutes ces opérations, Côte d'Ivoire, Libye ou autres. Nous utilisons des armes, et nous utilisons des armes d'une puissance incomparablement supérieure à celle des gens que nous voulons, entre guillemets, neutraliser, en réalité assassiner. Parce que nous nous couvrons derrière la résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU, d'abord, elle confère le mandat à la Ligue arabe, qui est bien absente quand même de ce conflit. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a le Qatar, oui. Tout cela est merveilleux. Bon, moi je crois qu'il peut nous arriver 2 choses extraordinairement désagréables dans cette affaire libyenne. La première, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est un enlisement. Tout à fait. Et puis c'est la partition. C'est un enlisement. Il s'avère évident aujourd'hui que ce que nous cherchons à faire, c'est à assassiner Kadhafi, et que pour ça, nous frappons un certain nombre de cibles civiles. Et qu'il peut nous arriver une chose très désagréable, c'est que nous n'y parvenions pas, et que nous n'ayons pas plus de succès en Libye que nous n'en avons en Afghanistan. Et puis, il y a une deuxième chose qui, à mon avis, est tout aussi désagréable, c'est que nous y parvenions. C'est-à-dire que nous parvenions à tuer Kadhafi, puisque c'est ça qui est recherché. Et à partir de ce moment-là, nous ferons de cet homme, évidemment, un martyr de l'arrogance, de la supériorité occidentale, et nous coaliserons à la fois le nationalisme arabe et le sentiment musulman contre nous, quoi qu'il en soit, des drapeaux français qu'on ait agités à un moment à Benghazi. C'est pour ça que je suis personnellement tout à fait hostile à cette politique, et je suis favorable personnellement au retour au droit international classique, n'en déplaise à M. Kouchner, c'est-à-dire à la non-intervention, et non pas ces interventions qui, sous des prétextes humanitaires, sont des monuments en réalité d'hypocrisie et de cruauté.